Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre indulgence face à ce retard que nous accusons. Il est évidemment indépendant de notre volonté. Merci également de votre fidélité. On va tout de suite démarrer cette émission. Un seul titre, un seul thème. Ce soir, évidemment, c'est en relation avec les prochaines élections du 9 février 2020. Thème législative et municipale, les candidatures au scanner. C'est ce qu'on aura ce soir comme thème. Vous le savez donc, le Conseil électoral d'Elections Cameroun, l'organe en charge d'organiser les élections au pays, a publié lundi soir sa décision quant aux candidatures pour les prochaines élections de cette année 2020. Pour cela donc, on va essayer d'abord de faire un briefing, un bilan de ce qui s'est passé au sein des investitures dans les partis politiques. On va ensuite essayer d'apprécier les différentes listes publiées. Fallait-il avoir le contenu des listes ou simplement se contenter, comme l'a laissé croire élégant, des partis politiques? Voilà autant de questions qu'on va relever ce soir. On a pu voir au sein de certaines formations des grincements de dents. Tout cela est-il désormais derrière? Bref, nous sommes dans la phase du contentieux. 2 jours pour les législatives, 5 jours pour les municipales. En pratiquement 1 heure et plus, on va donc débriefer cette actualité avec les 4 invités présents sur le plateau. D'abord, nous avons Pépé Mbikaï. Bonsoir. Bonsoir, Dipita. Bonsoir à mes copanélistes. Je profite de ce plateau pour saluer le patriarche Hervé Maliancom. Alors, les patriarches Hervé Maliancom et Séré Sambaka. Et je profite également pour saluer Faustin Dikam. C'est la première pour moi de faire un plateau avec lui. Déjà parce que lui, il est résident à Yaoundé. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui font confiance ce soir à STV2. Si je n'avais pas l'obligation de neutralité ici, je vous aurais vu en opposant à ma personne. Vous avez fini de présenter le panel. Je dois faire d'autres. Alors Sambaka, c'est le voisin d'à côté. Je rappelle que évidemment vous êtes homme politique, c'est proche du PCRN, mais davantage on va profiter de votre analyse ce soir, loin peut-être des convictions de ce parti, mais c'est davantage d'expertise intrinsèque que nous avons voulu avoir ce soir. Je ne manquerai pas, surtout que je suis à la bonne école et bien entouré. Merci infiniment. Sambaka, bonsoir. Oui, bonsoir surtout à tous les téléspectateurs de STV et évidemment aux panélistes. J'aurais dû dire le candidat Sambaka. Oui. De toutes les façons, je dois pouvoir le dire que à Vaury-Centre, mes listes ont été acceptées déjà. Donc que ce soit au municipal ou au législatif, c'est beaucoup de travail, vous savez. C'est quel sentiment? Vous faites un ouf de soulagement? Oui, ouf de soulagement parce que c'était pas facile. C'était pas facile parce que déjà, faire une liste, on peut encore dire que ça c'est la moindre des choses, mais réussir une telle coalition, n'est-ce pas, une telle mutualisation, il faut le faire. On en parle dans 1 minute. Ouais. Hervé Maliancom, bonsoir. Bonsoir, le patriarche. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et également candidat. Oui, candidat à la candidature à la députation. À Vaury-Est. Vaury-Est, Douala 3, Douala 5. La plus grande circonscription électorale du littoral et voire même l'une des plus grandes au Cameroun. On va dire un fief, je ne vais pas dire brûlant, je vais dire bien animé politiquement. C'est un endroit qui attire pas mal de gens, d'entrepreneurs politiques, les nouveaux comme les plus anciens. Et c'est un endroit qui est très vivant, qui est une mosaïque qui est représentative de ce que c'est que le Cameroun. Parce que d'abord, c'est la cité universitaire. Nous l'avons à Douala 5e. Et nous l'avons aussi en pleine installation à Douala 3. C'est la zone industrielle. C'est la partie la plus riche. Peut-être pas la mieux lotie en investissement, c'est la partie la plus riche de la ville. Et puis, c'est le Cameroun en miniature, voire même l'Afrique en miniature. Là-bas, on trouve tout le monde, les Chinois, les Centrafricains, tout le monde, les Biafrais, tout le monde. Donc, c'est le vivre ensemble camerounais qui est là-bas. Bon. Certains essayent de venir pour faire la prédication haineuse, pour essayer La campagne n'a pas encore commencé. De créer les conditions d'une vie tribale ou communautaire, mais enfin, c'est une très belle circonscription. La campagne, c'est dès le 25. Ah non, je ne suis pas en campagne, mais je vous décris ma circonscription. Faustin Dikam, bonsoir. Estimé aîné dans la profession, directeur de publication de la Tribune d'Afrique. Tout à fait. Merci d'être là ce soir.
Vous êtes parti de Yaoundé pour cela. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tout le monde sur le plateau. C'est un honneur encore de retrouver des aînés sur ce plateau. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas été ensemble sur les plateaux de télévision avec cette qualité de personnes, surtout lorsqu'il faut parler des problèmes politiques. Le président Sambaka roule sa bosse dans cette affaire depuis plus de 30 ans. Le patriarche qui est là à mes côtés, lui aussi, c'est tous les jours qu'on le voit dans l'arène politique. Et il est tout à fait présent. Bika est là et il monte tout feu, tout flamme. Je pense que ce soir, on va essayer de décrypter l'actualité sur les législatives et les municipales 2020, prévues le 9 février prochain au Cameroun. Je vous remercie également d'avoir complété la présentation des panélistes. On va donc tout de go y aller, hein, peut-être légère transition et puis on rentre dans le vif du sujet autour de ces élections-là. Alors Sambaka, peut-être avant de commencer avec vous, on va jeter les bases de l'émission, en commençant peut-être ce qui paraît aujourd'hui comme étant une polémique. Et l'ECAM, vous le savez, on l'a vu, a publié la liste des partis politiques pour certains validés, pour d'autres non validés à ces élections-là. C'est vrai qu'au moment de lire, quand on regardait le direct sur nos amis de la télévision nationale, à CRTV News, le président du conseil s'est excusé tout au moins pour les municipales, disant que la liste est tellement longue et exhaustive, non exhaustive, qu'il aurait fallu plusieurs jours pour la dépouiller. Mais vous, quelle appréciation faites-vous du fait que ces listes ont plutôt mentionné les noms des partis politiques et non des candidats en tant qu'individus? Pour moi, c'était prévisible. Hein. En fait, cela dénote du fait que le temps imparti pour faire tout cela est très court. Ça a frappé les partis politiques. Beaucoup de circonscriptions n'ont pas pu être couvertes à cause du temps. Et même ça a frappé l'ECAM. Parce que l'ECAM n'a pas pu être dans le temps. Donc la vérité, c'est cela. C'est une course. Mais moi, je pense qu'on devrait tirer des leçons de ce genre de situation. C'est pas aujourd'hui que ça arrive. Hein. Ça, de tout temps, ça a été comme ça. C'est-à-dire qu'on tire le diable par la queue et puis on essaye de bâcler les choses à la fin parce qu'il n'y a pas le temps. Le temps imparti pour constituer les listes est très court. Le temps même pour l'ECAM de ressortir ces listes avec les noms est très court. Donc, en fait, l'ECAM est sous le coup de ce que les partis politiques ont eu. On aurait souhaité mettre autant de listes, mais on n'y arrive pas, parce que le délai est très court. Il faut décentraliser, il faut absolument que chaque commune puisse s'occuper de ses propres choses, et souvent, ce n'est pas facile avec toutes les tracasseries qu'on a. On a toujours eu, ça aussi il faut le préciser, parce que j'ai l'impression qu'avec la floraison des médias et autres, les réseaux sociaux, on a l'impression que c'était quelque chose qui était cool avant. Non, ça a toujours été comme ça a toujours été difficile, et c'est déjà un premier concours que vous passez, que d'avoir une liste qui n'a pas de reproche, vous voyez. Donc, les composantes sociologiques, ceci, cela, toutes ces choses-là, quand on doit les réunir et en faire une bonne liste, ça prend du temps. Hervé Emmanuel, comme vous comprenez dans la polémique qui est née après la publication de ces listes sous cette forme-là, ceux qui disent que l'ECAM commence déjà à marcher sur le processus, sur le volet, on peut dire clarté, la transparence du processus. Non, député, je crois qu'il faut qu'on revienne humblement à la question. Il y a une dose de mauvaise foi de certaines et peut-être l'ignorance. L'article 3 de la Constitution de notre République indique clairement que ce sont les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage universel. L'article 3 de notre Constitution, notre loi fondamentale. Quand j'ai fini de le dire, ça veut dire que, conformément à notre loi fondamentale, nous avons aussi un code électoral qui, dans son article 187, je crois, indique les conditions de publication, les délais des listes. L'exercice que l'ECAM a commencé hier, peut-être qu'il faudrait dire que là où ça n'a pas marché, c'est dans la communication. Vous ne pouvez pas indiquer qu'un événement commence à 10h et il commence à 20h.
C'est ça qui a créé un peu le flou. Mais je trouve que l'ECAM a fait un travail sur le plan pratique qui est un très bon travail. Parce que d'abord, il fallait fixer le paysage des participants à l'expression du suffrage universel, des organisations, c'est-à-dire les partis politiques. Parce que ça, c'est un autre contentieux. Le contentieux préélectoral, d'abord, c'est l'acceptation ou pas, ou l'invalidation des listes des organisations qui participent à la compétition. Et hier, c'est le travail que l'ECAM a fait. Il a bien fait. Maintenant, les gens qui sont très pressés, parce que la politique est réduite ici à la compétition, voire à la haine entre individus, et les gens sont pressés de voir les noms. Hein, vous comprenez? Donc, ils réduisent ça à une affaire de concours, comme si on était en emploi-service, où les gens voient s'ils sont admis à aller faire travailler à l'Assemblée nationale, qui n'est pas une mangeoire, ou bien, je ne sais pas, un service pour tout le monde. Donc, moi, je pense que la patience, il est vrai que la loi dit 60 jours minimum. Ça veut dire que c'est à minuit qu'on va constater si les listes nominatives sont publiées conformément. Mais hier, le cadre est parfait, parce qu'on sait maintenant... Donc, vous dites d'hier, on a plutôt assisté à la lecture et non à la publication. Hier, on a assisté à la fixation des compétiteurs, leur nombre, le lieu, et à l'explication, la raison pour laquelle certains n'ont pas été éligibles à la compétition. C'est essentiel. D'accord. C'est essentiel parce que... pourquoi c'est essentiel? Parce que s'il y a un contentieux post-électoral, des gens qui peuvent apporter la contestation, c'est entre eux et l'ECAM. Absolument. Ce n'est pas entre les compétiteurs. Alors on va... Non, et je crois que... Et puis Maître Timban qui a fait une erreur arithmétique, c'est un ami, je le lui dis, je sais qu'il nous suit puisque je lui ai dit, il s'est trompé d'abord de calcul, et puis ils sont entrés dans les grands chevaux. Je ne comprends pas pourquoi ceux qui ne veulent pas aller à la compétition, c'est eux qui disent quand elle commence... Hervé, parlons de ceux qui y vont. Ouais, bon, voilà. Tous ceux qui sont sur ce plateau. Je préfère, merci. Je vais donc lire cet article 187 tel qu'il est... Lisez d'abord l'article 3 de la Constitution, monsieur. Tel qu'il est... Je vais directement dans le code. Hein. Ah bon. 60 jours au moins avant la date du scrutin, voilà. Le Conseil électoral arrête et publie les listes des candidats. Ouais. Et 60 jours, c'est aujourd'hui, hein, à minuit. Donc ce 10 décembre, voilà, à minuit. Vous dites voilà. Polémique vaine? Non, il faut un peu relativiser, hein, parce que l'essentiel a été fait. Et l'ECAM a choisi de publier d'abord la liste des partis politiques qui devaient compétir dans les séquences électorales. Et vous savez que la constitution de liste, comme disait le président Sambaka tout à l'heure, est proscrite sur un certain nombre d'éléments. S'il y a un élément d'un candidat, c'est de nature à annuler toute la liste du parti dans la circonscription électorale. Donc à partir du moment où le parti est retenu dans la circonscription électorale, même si les noms des postulants ne figurent pas, on sait déjà que à la circonscription électorale, par exemple, de Vour-Est, dans la 3e, on a à peu près 4 partis. Et 5e aussi, on a à peu près 4 partis. Ça veut dire que c'est eux qui sont habilités à compétir dans le cadre de cette élection. Parallèlement, les motifs des partis qui ont été rejetés, et l'ECAM a pris également la peine de motiver l'objet de leur rejet. Donc c'est une polémique vaine. Bon, maintenant, la soirée, l'ECAM va poursuivre son travail certainement pour respecter les règles prescrites par le code électoral en publiant, en mettant à la disposition du public les listes. Ce qui viendra compléter forcément le travail qui a été balayé hier par le président du Conseil électoral. Il faut dire également qu'on a vu un président du Conseil électoral un peu débordé, un peu fatigué. Peut-être parce que la cérémonie a commencé un peu trop tard. Il se répétait, il s'embrouillait un peu. Mais au finish, quand même, tout le monde a été servi. En fait, tous ceux qui ont accepté de concourir à ce suffrage universel. Il faut dire un mot sur ce jeu de mots entre les pour et les contre, puisque c'est comme si la campagne a déjà commencé autour de cette publication des listes. Moi, je dis qu'il ne faut pas faire dans la langue du bois. Un parti politique qui se respecte sait très bien que la Constitution et la loi dit clairement fixe le calendrier électoral de l'année. Et on savait que pour cette élection, pour ces 2 élections, cela avait déjà été reporté 2 fois. Et je ne sais pas si oui ou non la loi pouvait donner autoriser encore le chef de l'État à reporter à une autre 3e prorogation. Je ne pense pas. Non. Donc cela a été fait dans les règles de l'art, la convocation du corps électoral. Et tous les partis qui savaient très bien qu'à un moment ou à un autre, ils iraient à la compétition, devraient en principe se préparer.
Ce n'est pas lorsqu'on convoque le corps électoral que les gens commencent à aller chercher au quartier qui va faire quoi, qui sera dans la liste et qui ne sera pas. Encore que toutes les règles de jeu sont fixées dès le départ et c'est contenu dans la loi. Ça, c'est en ce qui concerne les partis politiques. Maintenant, cela a été fait et il y a eu beaucoup de problèmes au sein des états-majors des partis politiques. Je voudrais prendre l'exemple du RDPC. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a tellement eu de problèmes qu'au jour d'aujourd'hui, et le patriarche Hervé, comme avait raison de le dire tout à l'heure, les gens laissent la politique elle-même sur le terrain pour faire des fixations sur la haine. C'est pour cela qu'on attend les listes nominatives comme si on attendait un résultat d'examen. Parce que les gens cherchent à voir quel est le nom qui a été finalement retenu, quel est le nom qui n'a pas été retenu. Or, si les choses avaient été faites dans les règles de l'art, dans toute la transparence, on ne serait pas là. Je vous prendrai l'exemple comme ça, la volée de la région de l'Adamawa, et particulièrement du département du Mbéré, où il y avait 3 listes. Bien sûr, il y avait 3 listes au sein du RDPC, concurrentes, et où il fallait respecter simplement la circulaire du président national, je crois aussi les instructions du secrétaire général de leur parti. Cela n'a pas été fait. Il y a 2 listes qui ont été cachées par Koulania Koutou et son frère et son cousin Belmont Koulania. Et ils ont amené à la région de l'Adamawa auprès du président Abo une seule liste, celle de leur neveu, qui ne respecte en aucun cas la circulaire. Le vice-président de l'Assemblée nationale est à son 5e mandat. Je veux parler de Barou Théophile. Yaya Doumba est à son 4e mandat. Moufti, Alia Moufti est à son 2e mandat. Et aucun respect des équilibres n'a été fait. On se retrouve avec des Bayas plus nombreux alors qu'ils sont minoritaires. On se retrouve avec des Arabes dans la liste alors que les Boros et ainsi de suite sont minoritaires. Je veux dire simplement qu'en prenant cet exemple, c'est pour vous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce genre de situation. Maintenant, en ce qui concerne Elikam, j'ai pitié du très sympathique directeur de l'ECAM qui aura fait des pieds et des mains pour que les choses se passent dans les règles de l'art. Mais l'image que nous observons depuis hier de cette institution est pathétique. J'y ai été personnellement hier et même ce matin encore avant de venir ici à Douala. Et comme Hervé le disait, on nous a dit hier lorsque nous sommes arrivés à Elikam que la cérémonie va commencer à 10h. Tout le monde était là. La presse nationale et internationale était mobilisée, tous les représentants des partis politiques, ainsi de suite. Nous avons attendu. Il a parlé de 20h, c'était même allé au-delà. Et puis, à peine avoir commencé, je crois qu'il a dû suspendre, le président, le Yekam a dû suspendre. C'est tellement fatigué. Et les services de la communication de l'ECAM nous ont fait savoir que les listes nominatives devraient sortir dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune ce matin. D'ailleurs, Cameroun Tribune l'a annoncé un jour avant que ces listes-là devraient paraître dans ce... À Cameroun Tribune, nous avons appelé nos collègues, nos confrères qui sont là-bas. Ils nous ont dit de n'avoir rien reçu. Au moment où je quittais Yaoundé, vers 13h, ils n'avaient toujours rien reçu. Je ne suis pas sûr que ces listes sont maintenant disponibles et qu'à minuit, on puisse pouvoir les publier. Toujours est-il que le même service de la communication de l'ECAM nous rassure qu'à minuit, lorsque ces listes seront disponibles, ils vont même les publier par voie des réseaux sociaux. Alors, pour embrayer un peu, vous allez répondre, mais je vais embrayer puisque on crève l'abcès au sein des partis, on va revenir sur les coalitions. Pour embrayer un peu, nous avons quand même vécu au sein du RDPC cet ensemble de contestations, pas que dans la Damawa, comme vient de le relever Faustin, on a pu voir, d'ailleurs, même ici, dans le littoral, les différentes dans le Vouri qui ont été constitués, où souvent les responsables délégués
délégués par le comité central pour organiser ces investitures-là ont été, j'ai failli dire, repris à plusieurs reprises, soit par les candidats, soit par les militants de base. Bref, ça s'est vu au sud, au nord, à l'extrême nord, un peu partout sur la République, s'agissant de votre parti. Oui, très pertinente question, Dipita, mais je voulais faire d'abord un commentaire. Faustin Dikam est certainement l'un des journalistes qui connaît le mieux le RDPC de l'intérieur, mais je crois que là, il en fait un peu trop à cause de ses relations personnelles avec les militants. Non, s'il te plaît, Faustin, je crois qu'il en fait un peu trop. Mais je suis d'accord avec lui sur la première partie de son intervention. Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? C'est une organisation, un groupe de pression ayant pour objectif la conquête du pouvoir, sa conservation ou le renversement d'un pouvoir. Donc, tout le monde sait quelle est la mission d'un parti politique. Donc, lorsqu'on parle dans un parti politique, on n'était pas prêt. Ce sont des alibis à la paresse qui ne sont pas acceptables. Depuis des années, on sait qu'on devait avoir des élections. Et on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour être candidat. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de faire, par exemple, un casier judiciaire un an avant, alors que vous savez qu'il doit être valable moins de 3 mois. Mais tout le reste, vous devez pouvoir l'avoir, parce que si vous êtes candidat, c'est quand même quelque chose, sauf pour ceux qui pensent que la politique est une agence de distribution de privilèges ou d'emploi. Mais si vous êtes là pour la politique, vous vous préparez en conséquence. Donc, je suis d'accord avec Faustin. Maintenant, vous revenez au RDPC. Je ne vais pas fuir la question. Dipita met le doigt là où il y a les textes qui encadrent la sélection de nos candidats. C'est la circulaire du président national Paul Biya et la lettre de couverture du secrétaire général. Plusieurs de nos camarades ont pris des libertés avec cette disposition, ce qui est totalement inacceptable. Mais globalement, ça s'est bien passé. Je peux vous dire une chose, là où il y a des hommes et des femmes, il y a de l'ambition. Et vous ne trouverez pas un endroit où même Jésus-Christ ferait l'unanimité au cas où c'est lui qui est retenu. J'ai moi-même présidé une commission départementale pour les législatives. Vous allez à cet endroit, vous dites que c'est Jésus qui est investi, vous trouverez quelqu'un pour le contester. Donc, j'ai beaucoup entendu parler de votre nom là-bas. Voilà. Vous avez imposé. Voilà. Alors que bon, maintenant ils sont d'accord parce que le calme est revenu et ils savent qu'il n'y avait pas. J'ai imposé personne, j'ai respecté les règles, la circulaire et fait en sorte que le candidat soit sélectionné, soit le meilleur représentant pour la compétition. Mais globalement, c'est vrai ce que vous dites. Lorsqu'il n'y a pas violation même de ces circulaires d'encadrement de ce travail, il y a toujours des camarades qui s'organisent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Bon, vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Mais il faut qu'on soit le plus proche de cette circulaire parce qu'elle avait pour objectif, de redonner du dynamisme, de la cohésion et de faire en sorte qu'il y ait un renouvellement avec des visages nouveaux. Bon, il y a des tricheurs. Lorsque vous avez... Il y a beaucoup de tricheurs. Il y a des tricheurs. Dans le RDPC. Non, je ne peux pas l'accepter. Oui. Faustin, je peux terminer. Vous parlez de la Damawa. Ici, chez vous, à Douala, avec le dossier on va crever l'abcès. Je ne veux pas trahir. J'ai dit Faustin est extraordinaire, mais il empêche aux autres de parler. Je ne peux pas accepter. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Faustin, vous reprendrez la parole. Toi-même, les gars ont voulu même te faire des problèmes. Faustin. Ils ont voulu... Révérend pasteur, ça marche. Non, parce que tu es dans une église, en position d'église là. Je ne suis pas en position d'église. Alors, c'est bon, laissez terminer. J'ai bien un exemple. Je ne peux pas dire que ce sont mes amis. Je ne peux pas. Laissez terminer. Mais quels amis? Faustin. Laissez terminer, s'il vous plaît. Je ne peux pas accepter dans ma posture, ma modeste posture de membre titulaire du comité central. Je sais, tu défends ta chapelle. Faustin. Je veux te donner un peu de calme. Je ne peux pas accepter, Dipita, que dans ma posture, je couvre d'un silence le genre d'intervention, le RDPC aurait le monopole des mauvais joueurs dans une compétition. Non, nous sommes simplement un parti qui est nombreux, dynamique, et vu notre population... Non, je termine là-dessus, Dipita. Vu notre population, évidemment, comme nous jouons dans un stade qui n'est pas payant et que tout le monde assiste à nos matchs, le commentaire est plus poussé. Mais nous avons des compétiteurs, des contradicteurs. Vous ne savez pas ce qui se passe dedans. Et Faustin... Si, on sait ce qui se passe. On va parler de ça. On va en parler. Renchérir sur le patriarche. Non, il a dit tout à l'heure que la circulaire était claire.
et elle visait à peu près 3 objectifs. Il a parlé du dynamisme, de la cohésion et des visages nouveaux. Tout à fait. On s'intéresse un peu à la circonscription électorale du Mayo Sava. Oui. Vous voyez que la circulaire ne permettait pas... Mayo Sava, c'est chez... Voilà. Non, vous pouvez dire sur le président, l'honorable Cavaillé, n'est-ce pas? La circulaire... Je vais arriver. Michael, tu sais. J'arrive. Non, je sais pas de quoi il parle. On le laisse au moins parler, non? J'ai vécu dans un pays où on ne parle jamais d'une entreprise qui mange comme une montre de précision que lorsque son train est en retard. C'est-à-dire, on ne parle à SNCF que par les trains qui sont en retard, alors que l'immense majorité des trains de la SNCF arrivent à l'heure. Si vous commencez à prendre par des exceptions la campagne de renouvellement que nous avons faite, vous allez complètement désinformer les gens qui vous écoutent. Non, mais je vais arriver au bout de partout, c'est dans tout le pays. On a eu comme l'impression que, si on regarde ce qui s'est passé dans le Mayo Sava, que cette circulaire avait été pendue pour peut-être écarter un certain nombre de pontes de cadres du RDPC. Puisque dans la même période des investitures, le RDPC a dû prendre un autre communiqué spécifique à la circonscription électorale du Mayo Sava pour dire que la liste conduite par l'honorable Cavaillé Guédi. Le très honorable. L'honorable Cavaillé Guédi Bril, ce n'est pas, c'est pas un seigneur, ça reste un être humain. Et les qualificatifs qu'on donne aux députés à l'Assemblée nationale restent honorables. Le très honorable, c'est pour ceux qui font dans le politisme. Je reste dans les textes de la République. Un député à l'Assemblée nationale s'appelle honorable. Il a fait quoi? Donc, on a dû donc faire une autre circulaire pour légitimer sa liste. Ça circule sur les réseaux sociaux. Ça veut donc dire que au départ, l'esprit de la circulaire du président de la République, comme vous le dites tout à l'heure, notre président national n'a pas été respecté. Les canaux, vous en savez. Vous êtes militant du RDPC. Non, puisque vous dites tout à l'heure qu'on voulait du dynamisme. Franchement, si vous êtes élu député, vous serez tout nouveau député. C'est du dynamisme. On voulait de la cohésion. Si vous êtes élu député, ce sera la cohésion. On voulait des visages nouveaux. Si vous êtes porté à la députation pour le compte du RDPC, c'est un visage nouveau. Mais par contre, si le très honorable, comme vous l'avez semblé me le dire tout à l'heure, est porté, il ne respecte en rien ce que vous venez de dire, monsieur le Président. Monsieur Bukai, ce que vous dites est pertinent. Il y a, et je dis ça à la suite de Faustin, des personnalités de notre organisation qui parfois veulent utiliser l'échafaudage pour ne pas respecter l'encadrement. Ça, ce n'est pas acceptable. Mais il n'y a pas de règles sans exception, d'accord? Et je vous dis une chose, c'est que vous n'avez rien à craindre et vous aurez la surprise à la déclaration que tout le monde est soumis au droit commun de notre mouvement. Mais maintenant, je dois vous dire aussi une chose, parce que j'ai la position qui me permet d'interpréter la volonté du président en raison de ma proximité avec lui. Ces circulaires n'avaient pas pour objectif l'euthanasie de tous nos anciens. Ce n'est pas l'euthanasie. Ces circulaires ont pour objectif le renouvellement et créer le dynamisme. Vous ne parlez pas des jeunes, vous ne parlez pas des femmes, vous ne parlez pas... D'ailleurs, j'ai remarqué, puisque vous et moi, j'ai eu le privilège d'avoir une conversation avant notre émission avec vous, vous vous plaignez d'ailleurs qu'on a écarté certaines personnes qui sont vos amis et qui sont dans nos rangs. N'est-ce pas? Et ces personnes pourtant, pourquoi à chaque fois qu'on parle de ces personnes pourtant pour certains parlementaires n'ont jamais fait de compte rendu parlementaire, ne sont pas connus dans leur circonscription, sauf dans les événements. Parce que je suis dedans, monsieur. À votre différence, je suis intéressant. Donc Ketchanga qui a été écarté. Je ne parle pas de lui. Et on doit apporter plainte même avant l'ouverture. Je pose une autre question. Je veux dire, puisqu'on est encore dans le commentaire concernant le RDPC, on peut donc comprendre. Le RDPC est sucré. On peut donc comprendre. Je vais faire le lien de cet autre commentaire qui est dans le vent ambiant, qui estime que vraiment s'il est capable quand même traîner le pas, c'est aussi pour permettre au RDPC ou pour aider le RDPC à corriger les erreurs. Non, c'est pas vrai. Député, non. Je vous poserai la question tout à l'heure. Je vous poserai la question tout à l'heure. Pour l'instant, la question est posée à Sambaka. C'est pour permettre à Sambaka de respecter la composition sociologique de Douala. Non, on va parler de Sambaka tout à l'heure. L'UDC n'a pas que des Bamoun. On va parler de Sambaka tout à l'heure. Non, mais ça c'est parfait. On va parler de Sambaka tout à l'heure. Pour l'instant, on parle de vous, Hervé. Alors. En fait, c'est la moindre chose. C'est-à-dire que la vérité, c'est que avec le parti au pouvoir, il y a beaucoup de combinaisons qui font en sorte qu'il y ait toujours ce flou. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le plus grave, c'est pas cela. Le plus grave, c'est que, en fait, c'est l'exécutif qui décide pour les gens qui vont être élus.
C'est ça qui est le plus grave. Parce que ces gens qui vont être élus sont supposés contrôler l'exécutif. Mais on voit l'exécutif se déployer sur le terrain pour les positionner. Pour les couvrir pendant les campagnes et autres. Et quand ils se retrouvent à l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas les contredire. Ils ne peuvent pas les contredire parce que c'est eux qui décident pour eux. Donc ce problème est un problème crucial. Et c'est la raison principale pour laquelle, quand même un député du RDPC a envie de faire quelque chose, il est toujours tenu par le fait que la prochaine fois, je risque de ne pas être là parce que j'ai essayé de prendre de certaines libertés. Donc, à la vérité, c'est cela. Donc, moi, je pense que nous avons des problèmes, mais on ne peut pas ne pas pencher sur le problème d'Elekam en disant que même Elekam s'est rendu compte que le temps qui lui est imparti n'est pas suffisant. Donc ce n'est pas suffisant pour Elekam, ce n'est pas suffisant pour les partis politiques. Et combien de temps il faut pour un parti pour avoir les dossiers? Et moi, je peux vous dire que on peut couvrir cette période, mais après, on peut avoir quelques petits regrets qu'on n'a pas eu le temps de faire ci ou ça. Ça, c'est quelqu'un d'expérience. Je suis toujours allé aux élections. Donc, c'est une routine pour moi. Et je peux dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on aurait souhaité corriger et qu'on n'a pas pu corriger. Donc ça veut dire qu'une révision de la loi fondamentale du code électoral est nécessaire alors? Est tout à fait nécessaire et pour les partis politiques et pour Elekam. Il faut combien de temps? Elekam. Alors, moi je pense que quelques jours de plus devraient suffire. Quelques jours de plus, c'est combien de jours? Je voudrais quand même vous annoncer mais c'est pas moi qui vais le dire. Elekam a publié le contenu des listes. C'est juste nominative. Résolution des listes acceptées législatives. C'est un document que j'ai. D'abord, législative. Oui, c'est certainement qui vont. Avec des noms cette fois-là. Donc, un exemple, par exemple, alors, allons Vori, hein, parce que nous sommes. On est avec un des candidats. Plusieurs candidats. Il y a plusieurs candidats. Vori Centre. Ça, c'est le centre. On vient au littoral. En fait, Elekam est en train de travailler, vous voyez. Moi, je pense que la vérité aussi, c'est que on ne doit pas mettre ces gens sous, comment on appelle ça, sous pression déjà, et qu'ils soient toujours en train de prendre des fortifiants quand il y a ce genre de choses. Alors, il faut leur donner le temps de pouvoir développer et puis mettre à disposition. Mais dans le CAM, il n'y a finalement eu qu'une seule liste. Hein. Oui. Samuel Mout. Oui, je me posais même la question de savoir s'il fallait encore aller en compétition, puisqu'il y a une seule liste. Est-ce que la loi ne demande pas... Alors, Vori Centre. Hein. Vori Centre. Commençons peut-être par Vori Centre. Le mec. Elim Bilower. Le mec, Elim Bilower, tête de liste. Wow. Fresngor. Et Ngor. Wolo Emilienne, on va lire les titulaires, on va peut-être laisser les... Alors il y a le MP de Jean-Jacques Kindi, qui est évidemment en tête de liste, Molende Christiane, et puis même Georges Oscar sur la même liste. Il y a l'UDC de Samba Kassiri, Georges Emmanuel. Bravo, Sam. Et Kedim Paco Achille. Et puis Amaya et Raissa. Vori Centre, Dokolin Salbert. Sopot Marlise, un nom qui revient beaucoup. Et finalement, Ados Antonin, dont on dit également qu'il y a des grincements dedans. Non, pas du tout. Ça s'est réglé. Oui. Oh, ok. SDF, Joshua aussi. Nginjol Ngan Moïse. Extraordinaire. Moussio Suzanne. On a dit le tien. Vori Est, parce que dans Vori Centre, ils sont donc 4. Hein. Ils sont 5 mecs. MP, UDC, RDPC, SDF, PADEC. Hein? Ça fait 6. Parce qu'au PADEC, on a Messasio Tematio Guy Collins, Tuna Ongene, Aristide, Mofo Joseph, et puis Sikali Edwige. Bon, et puis. Le nom de Vori Est. Ils sont dans un truc là. PADEC. Ah non, pardon. PADEC, c'est Messasio. Oui, j'ai lu ça tout à l'heure. Non, le PADEC n'est pas à Vori Centre, hein, ils sont plutôt à Vori Est. Tuna Ongene Philippe, Mofo Joseph et puis Sikali Edwige.
RDPC, Ngahan, Okosin Doumbé, comme Hervé Emmanuel, Anaba Ebanda Valérie Armel, UNDP, Moseli Ndjebaï Moseli, Manga Disake Victor, Mahanye Njumsi Hélène Honorine, et puis Moulango Emmanuel, Vori Ouest, Nietzsche Jean-Michel. Non, c'est Est. Ah non, on est toujours oui. Vori Est, maintenant SIF. Voilà, oui, SIF. Nietzsche Jean-Michel, Mkwana Koupé Gutsu, Ndutu Edimo, Azemba Momo Achille, Vori Ouest à présent, RDPC, Fanja Gabriel, qui revient. Hein. Bravo. Fong Francis, Matomba Serge Espoir pour le PURS, Mongan Sylvain, Vori Sud, ANDP Ndjamen Salmon, faut pas confondre avec Célestin Ndjamen. Ndjamen là c'est un homme du port. RDPC Pongo Emmanuel, BCRN. Ça veut dire qu'on n'est plus candidat. UNDP, Boubayaya Monglo, et puis FUC, Djenga Jean. Regarde la Damawa dont on parlait tout à l'heure. Ça vient de lui comme ça. Oui, c'est un document officiel. Hein. Voilà ça, c'est une résolution officielle. Bon, alors, Adamawa, vous voulez qu'on parle d'Adamawa en une minute? Adamawa, c'est quel département le Mbéré. PCRN, Suibou, Bonnet Jean-Pierre, et puis Bané Borbeta, RDPC, Baoro Théophile, Alia Moussa Moufta, Yaya Dumba Marius. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit. UNDP, Aboubakar Ndengue et Noir, et puis Adja Aïssatou. C'est donc bon pour le Mbéré également. Voilà. Donc c'est un document officiel que les Camerounais. Vous avez vu que ce que je vous ai dit, c'est exactement ça. Premier constat, et les Camerounais respectent la publication des listes telles qu'indiquées. Oui, parce qu'il n'est pas minuit, ils ont respecté, ils sont dans les délais. Deuxième constat, les grincements de dents qu'on a perçus ici et là, ça se reflète sur cette liste. Bien sûr. Même dans la liste de Hervé, il y a des noms qui apparaissent comme ça. Là, comme troisième constat, ils ont dû se nourrir de beaucoup de vitamines. Lui-même est étonné de voir certains noms même sur sa liste. Ben oui, beaucoup de vitamines. Depuis hier, ils n'ont pas dormi. Ils n'ont pas dormi. Il est calme. Ah ben oui, ils n'ont pas dormi depuis hier. On attend à présent la liste des municipales. Voilà. Ça va être tout un cahier également. En tous les cas, on l'attend. Alors, cela dit, maintenant on va peut-être parler de quelques autres partis, hein. Pas que le RDPC, il ne faut pas non plus... Non, vous pouvez y aller. Vous voulez mon commentaire sur la liste du RDPC? Oui, par exemple. Ben écoutez, comme dans tout événement politique, on peut avoir des surprises. Mais je crois que chacun va être selon son talent et rémunéré à son talent. J'ai tout dit. Sans plus, un commentaire sur les listes. Oui, sur en fait, ce qu'on a aperçu qu'on vient d'avoir en attendant les détails. Ok, moi je sais que, avant de revenir sur les listes, parce qu'on va peut-être certainement passer à autre chose maintenant, ce que je regrette un peu sur la publication des listes des partis politiques hier par Elecam, c'est le fait que le code électoral ne s'auto-régule pas. Parce qu'on arrive quand même à avoir un seul parti qui compétit dans une circonscription électorale. Parce que je pense que Evan ne va pas me contredire, lui qui a mis beaucoup d'argent sur le sport. À un moment de l'histoire du football camerounais, la plus récente notamment, tous les meilleurs joueurs du Cameroun aimaient jouer avec Coton Sport. Parce que Coton Sport attirait et rémunérait mieux les joueurs. Vous qui étiez président d'un club, vous avez de la peine à contenir les meilleurs pour un problème d'argent. Mais la réalité était que il y avait compétition lorsqu'il y a plus de 2 équipes. Mais quand on se retrouve par exemple dans une circonscription électorale où on doit compétir, parce que Hervé l'a dit tout à l'heure, la politique est réduite à la compétition. C'est la compétition. Donc je vais arriver. C'est la compétition qui régit une élection. Mais à partir du moment où une élection est régie par un seul parti politique, ça cause un problème et ça décrédibilise le système électoral camerounais. En principe, si on avait eu une loi qui s'autorégule, la loi électorale, on devrait annuler les circonscriptions électorales où il n'y a qu'un seul parti politique pour obliger à ce qu'il y ait compétition. Ça laisse beaucoup à la population
En fait, je dis n'importe quoi. Mais, non, j'ai pas dit cela. Non, en fait, je parle de dire n'importe quoi, c'est une métaphore. Ça laisse cours à la population de pouvoir s'avérer que... Vous êtes candidat, monsieur. Voilà. De pouvoir comprendre que le jeu démocratique au Cameroun a pris court. Il est inadmissible, par exemple, pour la publication de ces listes, qu'on ait 17 sièges pour le compte des députations qui sont déjà acquises, 17 circonscriptions électorales, équivalent des 33 sièges qui sont déjà acquises au RDPC. Qu'on ait à peu près 50 communes. Est-ce que vous avez fini le commentaire? Non, vous êtes dans le commentaire. Qu'on ait à peu près 50 communes où il n'y aura pas de compétition. Ça cause un problème, quel que soit les cas. Ça cause un problème. Et battons-nous pour que ce type de manquement n'arrive pas. En 2020, on ne peut pas avoir une élection où il n'y a qu'un seul parti politique qui compétit. Bon. Alors, M. Bikaï, le problème est que la politique est un peu plus compliquée que ça. L'idéalisme est extraordinaire, mais la politique est un peu plus compliquée que ça. Nous avons des principes dans la vie publique républicaine. Le vote n'est pas obligatoire au Cameroun. Vous le savez. Donc, on ne peut pas mettre les menottes aux gens pour y aller. OK. Deuxièmement, tout le monde n'est pas obligé de compétir quand il n'a pas les moyens de la compétition. Donc je pense que là, vous touchez à un aspect de la vie politique du Cameroun qui fait que le souhait, ce serait que toutes les opinions s'expriment. Et les opinions s'expriment. Maintenant, pour les organisations, pour le contrôle du pouvoir à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, c'est la puissance des organisations qui agit et ça, on ne peut pas faire autrement. S'il y a élection, ça veut dire que ce sont les organisations qui sont en compétition. Et comme vous avez pris l'exemple du match, je peux vous concéder une chose, trop de force peut devenir une fragilité. En sciences militaires, c'est ce qu'on dit. Et vous avez vu que, parce que Coton a été trop forte à un moment donné, Coton est quoi aujourd'hui? On l'a relativisé. Donc, je dis toujours à mes camarades du RDPC, nous devons rester puissants, éveillés, mais à condition que nous participons à la liberté d'expression des uns des autres. Faustin. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la faute du RDPC s'il n'y a pas de compétiteurs en face. Nous sommes dans la liste. Faustin. Je voudrais d'abord féliciter nos deux copanélistes qui, sur ce plateau, ont découvert en même temps que nous. Ont appris en même temps que nous. Qui sont finalement retenus. Leur sélection définitive à se présenter. Sous réserve évidemment de contentieux. Moi, j'aurais peut-être qu'à partir de cet instant, ils devraient quitter le plateau. Non, pourquoi la phase? Ils sont candidats. La phase électorale n'a pas encore commencé. Voilà. Quand il va commencer, la phase électorale. Je vois mon ami Hervé comme déjà bardé de l'écharpe tricolore. Pas forcément par l'obligation. Je le vois déjà bardé d'une écharpe tricolore au siège de l'Assemblée nationale, mon Dieu. Donc c'est pour vous faire comprendre qu'on peut aussi être heureux de voir des amis qui avancent. Et le grand frère Sambaka, je le vois déjà là-bas à l'hémicycle. Changer un peu l'image que l'UDC a donnée à cette Assemblée jusqu'ici, parce que je le connais, c'est quelqu'un qui a fait extraordinaire. Ça me regarde. Donc, mais pour terminer, je voudrais dire qu'il y a une retraite aussi en politique. Vous avez lu quelques noms et vous avez bien vu que dans certains partis politiques, c'est les mêmes noms qui reviennent depuis 60 ans, depuis 40 ans. Il faudrait qu'on comprenne ce que le président, par exemple, national du RDPC veut en termes de renouvellement. Lorsqu'il parle de nouveaux visages, les temps ont changé. Il y a une retraite en politique. La retraite ne veut pas dire qu'on laisse passer les autres et on les humilie. C'est que les autres doivent tendre la main, tenir la main aux autres et les faire avancer. Parce que un parti comme le RDPC, comme l'UDC, comme le PCRN, ce sont des organisations qui sont appelées à se renouveler dans le temps, à vivre. Le RDPC devrait pouvoir survivre après le renouveau. Donc il faudrait que les gens apprennent à partir, à laisser la jeune génération venir, quitte à les encadrer. Lorsqu'à chaque fois, on voit les mêmes noms qui reviennent, je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, les gens sont déjà en train de se préparer pour le contentieux. Et le Conseil constitutionnel va recevoir beaucoup de dossiers. Il y aura une pluie de dossiers, une pluie de plaintes par rapport à tout ce que vous venez de lire et à ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas normal. Quand un parti doit grandir à l'aune et à l'exemple même de ce que représente... Il n'y a aucune loi au Cameroun qui limite le nombre de mandats. Oui, bien sûr, la loi ne limite pas. La loi ne limite pas. Mais lorsqu'on prorata du bilan, on voit qu'il est totalement catastrophique. C'est
c'est l'électeur Bien qui sûr, moi je suis un électeur. Oui, mais pas le contentieux, c'est l'électeur. Mais on s'est rendu bien compte que dans certains départements, comme le Mbéré, je reviens là-dessus. Tu reviens sur le Mbéré. Oui, parce que les populations là-bas sont fâchées. Les jeunes du RDPC là-bas, nous avons envoyé des collaborateurs là-bas qui ont enquêté. Ne soyez pas surpris que des militants du RDPC votent pour l'opposition. Non, ça c'est de la désinformation. Moi je vous le dis, ce n'est pas de la désinformation. Monsieur Faustin Dikam n'a aucune qualité pour parler au nom des militants du RDPC. Je n'ai pas parlé au nom des militants du RDPC. Non. Je parle comme journaliste et je parle des faits. Je parle des faits que tout le monde peut vérifier sur le terrain. Alors il faut que cette histoire cesse d'être une affaire de petits copains, une affaire de famille, pour qu'on essaye quand même de voir venir dans les représentations locales des gens qui sont capables de défendre les intérêts des populations. Puisqu'on parle du contentieux, je voudrais vous annoncer que le MPCN, le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, de Paul-Éric Kinguin, a déjà saisi tout au moins le président du conseil électoral pour demander l'annulation des listes du RDPC. Je vais prendre quelques lignes. Mais il s'est trompé de Cependant, nous émettons d'une part... Il s'agit du Conseil constitutionnel. Nous avons pris acte de la validation, de toutes nos listes en compétition pour le double scrutin du 9 février et nous vous en félicitons. Cette validation de nos dossiers de candidature nous rassure une fois de plus du professionnalisme et de la conformité à la légalité qui ont guidé leur montage. Cependant, nous émettons d'une part de sérieuses réserves sur l'approbation par votre conseil de la liste RDPC pour les élections municipales de la commune de Dingombari, car complété 6 jours après la clôture dans les bureaux de vote antenne régionale à Douala, et ce au mépris de la loi, et à ce sujet nous aviserons. D'autre part, nous avons relevé pour le déplorer que jusqu'à minuit hier, votre conseil n'avait toujours pas publié aucune liste. Bon là, vous voyez, le candidat retenu pour les élections de février 2020, conformément à l'article 187 du Code. Au vu de tous ces manquements, le MPCN et son président national, M. Paul-Éric Kinguin, se réserve le droit d'ouvrir un contentieux pour l'annulation du scrutin. Mais M. Dupita, je suis... Samba Kana va parler depuis. Non, pardon, une parenthèse. Cette lettre a été signée par M. René Manfo, avocat de son État, qui est l'ami, qui est un excellent avocat. Mais je crois Maître René Manfo. Oui, il s'est trompé de saisine d'abord, parce que dans ce cas-là, le contentieux, c'est le Conseil constitutionnel qui devait... Non, il se réserve le droit d'aller au contentieux. Mais il n'avait pas besoin d'écrire. Non, en fait, il écrit au Conseil, pour dire au Conseil, peut-être que vous vous êtes trompé, vous avez encore l'occasion de corriger avant qu'on aille au contentieux. Monsieur Dupita, le problème, c'est que même nos brillants intellectuels ou les professionnels de certains métiers font du n'importe quoi, ils tombent dans les métiers de bar. Quand il y a un contentieux préélectoral, on s'adresse à l'organe de recours, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, en ce qui concerne les élections législatives et le tribunal administratif pour les élections municipales. Vous n'avez pas besoin d'une littérature grandiloquente inutilement pour raconter, parce que là-dedans, ils portent des accusations très grave vis-à-vis des organes de régulation que sont ELECAM. Il faut qu'il apporte la preuve que ces dossiers ont été déposés hors délai et dans quelles conditions. Et ça, qui réserve son souffle pour cela, c'est venu nous distraire. Il y a certains candidats du RDPC qui ont saisi le Conseil constitutionnel bien avant le verdict d'ELECAM. C'est préventif, c'est inutile. C'est inutile. Oui. Bon, venons peut-être à votre cas. Vous parliez de ce juridique cas exceptionnel, je ne sais pas s'il est exceptionnel, s'il est nouveau, de ces listes constituées sous forme de coalition désormais au sein de l'opposition. Oui, ben en fait, voilà, je crois que l'objectif d'abord, c'est de voir comment diminuer substantiellement le nombre d'élus du RDPC. Vous savez qu'à la base... C'est ça l'objectif politique. Oui, non, à la base, vous voyez, on dit ils ont une assemblée obèse, etc., etc. Et puis à la fin, on ne voit pas le contrôle qu'ils font sur l'action gouvernementale, on ne voit pas ce qu'ils font, il n'y a pas de proposition de loi, il n'y a rien du tout.
et rebelote avec toute l'administration qui se met à leur service. Face à tout cela, on a pu remarquer que dans certains conseils municipaux et autres, quand vous quand vous totalisiez les voix de l'opposition, ils avaient la majorité absolue. Mais parce qu'ils partaient en rang dispersé, ils se retrouvaient, n'est-ce pas, avec le RDPC qui prenait la majorité relative. Il faut faire quelque chose, ce n'est pas facile. En combien de temps? Il faut déjà avoir cette volonté, il faut transcender les égoïsmes, il faut pouvoir partager, donc choisir même déjà le logo qui va conduire la liste de la coalition, de la mutualisation, etc., etc. Il faut discuter entre les Camerounais. Alors, ça, c'est ce que le peuple demande. Est-ce que c'est possible? Le rôle d'un parti politique, c'est d'essayer de traduire la volonté populaire. Et la volonté populaire étant cette mutualisation, il faut la faire. Parce qu'il y a entre la déclaration de mutualisation et l'acte même que de faire une mutualisation. Moi, je peux vous dire que ma fierté aujourd'hui, la plus grande mutualisation et la plus belle mutualisation qui a été faite se trouve à Douala 2e. Ça se trouve à Douala 2e. Quelle est la composition là-bas? Ah, ben je vous dis qu'à Douala 2e, il y a le SDF, l'UDC, l'ANDP, le PCRN, l'UPC. Est-ce que vous voyez un peu ce que cela veut dire? Les ça fait. Bon, c'est pratiquement. C'est pratiquement la même chose à Douala 1er, sauf qu'à Douala 1er, il y a la société civile, qui s'y est ajoutée. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qu'on pensait ne pas être possible, on l'a expérimenté. Ça a marché. Ça aurait pu marcher mieux que cela si on s'était pris longtemps avant. Et là, je suis d'accord avec Faustin qu'on aurait dû préparer tout cela avant. Donc le temps a été éminemment court. Et vous savez, déjà pour faire une liste, ce n'est pas facile. Mais pour mutualiser en plus, c'est encore plus difficile. Mais c'est possible. Il fallait le rendre possible parce que les gens disaient que il faut mutualiser, il faut mutualiser, il faut mutualiser. Mais il faut le faire. Il ne faut pas le dire seulement, il faut le faire. Et nous avons réussi, avec beaucoup de fierté, je le dis aujourd'hui, à faire cela. Nous l'avons fait à plusieurs endroits, à travers le territoire national, appelant, n'est-ce pas, à ce qu'on puisse voter les listes de l'opposition. Et certains vont dire, oh, les autres sont de la majorité. Non, il n'y a pas de majorité présidentielle dans les élections locales. Il faut que ce soit clair. Donc, si à cette assemblée, nous nous retrouvons avec des députés qui peuvent, 1, bloquer, 2, être majoritaires, ce serait une bonne chose pour la démocratie camerounaise. Mais on ne peut pas le faire, on ne peut pas arriver, n'est-ce pas, à ces aspirations populaires si le peuple lui-même ne s'implique pas. Le peuple doit donc savoir choisir et savoir, n'est-ce pas, comment on dit, sanctionner, n'est-ce pas, ceux qui sont là depuis Mathusalem, et que ça n'a pas bougé. Donc l'objectif, c'est que le Cameroun soit crédible. Parce que nous ne pouvons pas avoir continuellement une assemblée nationale où il y a autant de gens du parti au pouvoir, où les gens ne peuvent même pas compétir parce que pour être député, il faut mettre 1 million sur la table. Pour être conseiller municipal, il faut mettre 50 000 francs sur la table, alors que le SMIC, elle n'a pas encore atteint 30 000 francs. Il faut tenir compte. Ces dysfonctionnements-là font en sorte que les gens disent l'opposition ne peut pas couvrir tout le Cameroun. L'opposition n'a pas les moyens de couvrir tout le Cameroun. C'est ça la vérité. Parce qu'il faut avoir 1 milliard. Des élections de nos jours, c'est une grosse logistique. Chaque parti politique pour couvrir le territoire national doit partir avec 1 milliard de francs. Qui lui donne ces 1 milliard? Qui lui donne ça? Le minimum. Qui lui donne? Mais c'est ça. Donc il faut une éducation citoyenne pour que les citoyens comprennent que chaque jour qui passe, il faut grignoter l'espace politique. Il faut que les députés soient plus nombreux de l'opposition parce que à la fin, vous allez vous rendre compte que tous les partis politiques de l'opposition revendiquent la même chose. La révision du code électoral. Il y a même un code électoral consensuel qui a été fait par la société civile après avoir fait le tour des partis politiques. Donc, moi je pense que c'est très important que les citoyens qui vont voter demain
comprennent qu'il est question d'avoir une multitude de couleurs à notre Assemblée nationale. Il faut que les citoyens sanctionnent le vieux qui ne veut pas laisser la place aux jeunes. Juste renchérir un petit mot, Patrick, si vous permettez. Pour expliquer un peu, renchérir à ce que le président Sambaka expliquait. Le concept de mutualisation au Cameroun est un peu complexe, un peu compliqué. Parce qu'on part sur la ligne selon laquelle les partis politiques vivent, ou sont sur l'espace politique, chacun avec son idéologie. Donc lorsqu'on parle de mutualisation, le concept, rapprocher toutes les idéologies n'est pas chose facile, parce qu'il faut réussir à fédérer les idéologies, à fédérer les projets de société, à fédérer les ressources humaines, à fédérer les ressources financières, mais également à dégager les leaders qui doivent porter cette plateforme-là. C'est la raison pour laquelle, par exemple, tout à l'heure, j'ai tapé un peu sur Hervé en disant que le RDPC partait déjà vainqueur sur plusieurs circonscriptions électorales. Mais si on interroge un peu ces circonscriptions électorales, vous verrez forcément que ces circonscriptions électorales sont en zone reculée, où pratiquement il n'y a pas de bataille politique. Parce que toutes les batailles politiques résident dans les grandes agglomérations. Je peux maintenant dire un mot. Allez-y. Non, mais je crois que Sam est un formidable Camerounais qui veut la paix. Tout le monde le connaît comme tel. Il veut même faire de l'écuménisme là où c'est impossible. Et il a réussi une première à féliciter. Mais mon cher ami Sam, ta démarche est dangereuse. Elle est dangereuse pour la démocratie, elle est dangereuse pour la stabilité de notre pays, elle est dangereuse pour la vérité politique. Elle est dangereuse pour le RDPC. Oh là là, je peux m'expliquer. Alors si tu confonds tout ça... Vous allez répondre dans J'ai écouté doctement tout ce que tu as dit. Maintenant, laisse-moi t'expliquer en quoi c'est dangereux. D'abord parce que vous voulez faire des coalitions contre nature avec des gens avec lesquels vous n'avez aucun programme commun. Vous n'avez aucun programme commun. Et dites-moi comment on peut gérer une collectivité territoriale, par exemple une commune, avec des gens qui, en fait, ne s'entendent que pour remplacer des individus, mais pas pour un projet de société. Si vous avez un projet de société, mais fusionnez. Et l'électeur a besoin aussi de savoir pour qui il vote et pour faire quoi. Vous avez une conception de la politique qui consiste à remplacer des individus. C'est-à-dire RDPC, c'est ça? Oui. Job Blueport, vous avez une conception qui consiste à remplacer des individus, alors qu'il faut un projet politique alternatif si vous voulez remplacer la majorité RDPC. Donc, la dangerosité de votre démarche est que vous associez des gens qui n'ont rien à voir ensemble et qui s'entendent que sur une chose, prendre la place du RDPC. Et vous savez comment se terminent les films western américains? Les bandits se tirent dessus quand il s'agit de se partager le butin. Donc vous allez amener le Cameroun et les collectivités que vous voulez amener dans l'instabilité, l'insécurité, et nous ne pouvons pas souhaiter cela. C'est pour ça que vous allez nous trouver sur votre chemin, et je suis sûr que le peuple souverain et intelligent pour ne pas entrer dans cette... Heureusement que le peuple va s'exprimer de février. C'est une demande du peuple. Parce que beaucoup de gens parlent tellement de ce peuple que... Non, moi je dis que... Non, d'abord Faustin. Ok. Ouais, moi je dis simplement que beaucoup de gens parlent d'alternance. Quand il s'agit du président Biya, quand il s'agit effectivement de présidentielles et autres. Mais personne ne veut faire de l'alternance à l'intérieur de son propre parti. C'est ça qui est grave. Non, c'est normal. Moi, quand je vois ce qui se passe dans le RDPC, par exemple, quand je vois ce qui se passe à l'UDC, en dehors du cas de M. Sambaka, que nous connaissons tous, c'est assez grave. Qu'est-ce qui se passe à l'UDC? Mais ce qui se passe dans le RDPC d'abord, dans le RDPC d'abord, ce qui se passe dans le RDPC d'abord, c'est qu'il y a une clique de coupliers du régime qui ont pris le parti en otage. Et les jeunes n'ont aucune possibilité de se mouvoir. Et les jeunes sont étouffés. Et ça, c'est très grave, parce que ce parti-là va rester à ces jeunes qui montent, qui veulent se faire voir. C'est pour cela même, je crois que c'est même cet esprit qui a guidé la circulaire du président national. Parce qu'il faut que les jeunes montent. Mais quand on passe le temps à les étouffer, vous voyez dans les listes, moi je peux vous assurer que mon ami Hervé, comme par exemple, c'est parce qu'il a beaucoup de baraka. Il ne se serait jamais retrouvé dans la liste où il se trouve aujourd'hui. D'ailleurs, il voit qu'il y a certains noms là qui l'étonnent même un peu. Il est étonné de voir certains noms arriver. Et ça, c'est très grave. Parce que c'est eux là
qui vont continuer avec le parti à des postes de responsabilité plus élevés au niveau local. Alors quand on commence à les étouffer, c'est pas bien. À l'UDC, c'est la même chose. Le président national est là depuis un certain nombre d'années. Il est maire, mais il aurait pu déjà laisser la place à quelqu'un d'autre. Il y a plein de cadres jeunes dans l'UDC que je connais qui peuvent bien faire l'affaire. Je ne leur demande pas de laisser la mairie à un autre parti, mais à l'intérieur de leur propre parti, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent, qui veulent faire quelque chose, qui veulent démontrer de quoi ils sont capables, qui ont été formés par eux. J'ai souvent vu Samba Kafouman venir plusieurs fois dans des grandes réunions et autres, mais avec des jeunes. C'est une entreprise familiale. Bon, écoutez, ça c'est vous qui le dites. Moi je parle de l'UDC comme parti politique, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Mais toujours est-il que quand je vois les mêmes personnes arriver, je me demande quand est-ce qu'on va passer le témoin à la jeunesse, aux autres. On va laisser Samba dire un mot. Et puis, les gens ont horreur de voir les mêmes visages chaque année, à chaque moment, qu'on soit de l'opposition ou bien du parti au pouvoir. Il faut un changement de temps à autre. J'ai l'impression que c'est ça qui empêche une frange partie des citoyens à aller aux urnes. Bien sûr, parce qu'ils sont découragés. Quand je vous prenais l'exemple d'Imbéré, il y a des jeunes là-bas qui ont réalisé beaucoup de choses que tout le monde voudrait voir arriver à un poste électif au niveau de cette localité. Parce que c'est une localité qui a été... Moi, je dois vous rappeler au passage qu'en 2013, le vice-président de l'Assemblée qui repart à la Baoro Tchofil avait été battu dans son propre village, dans l'arrondissement de Di. Vous voyez combien il est incompétent. Mais son nom revient à chaque fois. Voilà, impopulaire, je m'excuse, je retire le mot. Impopulaire. Voilà, impopulaire. Mais vous voyez que son nom revient. À la place des jeunes qui ont amené là-bas des infrastructures sanitaires, qui ont construit des écoles à leurs propres frais, qui ont fait beaucoup de choses. En fait, je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais sauf que il faudrait qu'à un moment donné, que les gens, les militants de tous les partis, de chaque parti politique, essaient de voir autre chose. Regardez au SDF. Est-ce que c'est normal ce qui se passe dans le SDF? Il y a la ville en 1 et la ville en 3. C'est un problème aujourd'hui. C'est explosif, c'est même volcanique là-bas. Tout au moins l'UDC. Oui, je voulais tout simplement dire à Faustin, quand il a fini de parler du RDPC, s'il parle de l'UDC, il risque de se mélanger les pédales. Parce que c'est deux systèmes différents. Je dois vous expliquer comment ça se passe chez nous. Chez nous, c'est la décentralisation. C'est la décentralisation. C'est-à-dire que quand vous voyez les communes, chez nous, on a scindé, c'est-à-dire qu'on travaille par commune. C'est-à-dire que rien n'arrive au sommet quand c'est arrangé là. Il n'y a que, si ça ne va pas, qu'on peut aller à l'instance supérieure. Je vais à Douala premier là. Vous allez voir mes colistiers, probablement demain. Mais il y a des gens qui habitent ici à Douala qui ont des noms à Fouman, hein? Non, je dans les listes à Fouman. Attendez. Oui. Attendez, écoutez bien. Je suis en train de vous dire. Vous allez voir, parce qu'on dit l'UDC c'est un parti de Bamoun, c'est ça, hein? Mais vous allez donc voir ma liste. Ouais. Vous comprenez? À Douala premier. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de jeunes. Énormément de jeunes. Parce que moi, on m'appelle le père des jeunes. Parce que moi, j'ai grandi avec les vieux. Et j'ai eu ce que j'ai pu avoir comme capital grâce à eux. Et je voudrais transmettre. Donc je suis à ce niveau-là. Oui, pour vous, il y a donc même pas maintenant, le centralisme excessif qu'on connaît dans le RDPC n'existe pas dans l'UDC. On parle de l'UDC, s'il te plaît. Non, ça n'existe pas dans l'UDC. Vous comprenez? Mongouad Aïdjo est à Douala deuxième. Il règle ses problèmes là-bas. Mais son épouse est dans une liste. Non, je dis, hein. Écoutez, non, moi je vais vous donner. Je vous donne un exemple simple. Puisque tous les candidats RDPC du Mbéré vivent à Douala et à Yaoundé. C'est pour que donc c'est pas un problème. Oui, c'est pas un problème. C'est pour que tu comprennes. Nous avons été aux élections sénatoriales ici. Moi, j'ai conduit la liste du littoral. Il n'y avait personne en dehors des originaires du littoral. Pourquoi? Parce que à l'UDC, on estime que les sénateurs représentent des régions. Mais toi, tu es une exception. Et à ce titre-là, ce sont les ressortissants de ces régions qui doivent aller
au Sénat parce que là-bas, ils doivent veiller aux us et coutumes, etc., etc. Donc là-dessus, laisse sa mairie à un autre jeune de lui. Ça c'est. Je suis en train de vous parler de l'UDC. C'est simple. Et en même temps, en disant que les militants sont seuls habilités à choisir leurs dirigeants. C'est comme ça dans les organisations et c'est comme ça dans les partis politiques. C'est la raison pour laquelle. C'est peut-être pour la raison pour laquelle dans le RDPC, c'est plus grave parce qu'on est président de la République, président du parti. Et il y a des ministres qui sont chargés de missions, qui imposent leurs femmes dans les conseils municipaux, qui imposent leurs femmes. Oui. Bien sûr, un ministre du littoral. Donc la femme se trouve dans un conseil municipal. On va publier. Ce genre de tricherie doit cesser. Je voulais terminer simplement en disant que la meilleure formule pour un parti politique, c'est de responsabiliser à la base. C'est tout. Les gens doivent s'auto-réguler. Ils doivent apprendre à vivre ensemble. Parce que la commune là, que nous allons prendre, ce n'est pas Ndam Dioya qui va venir la gérer. Nous sommes d'accord avec cela. Donc à partir de ce moment-là, il faut être responsable au point où on a une idéologie et on sait comment on doit gérer cela. Et pour terminer, vous allez vous rendre compte que peut-être Ndam Dioya est le maire de Fumban. Mais il n'empêche pas, il n'impose rien. Vous comprenez? Il n'impose rien. Vous savez très bien que moi j'ai déjà fait beaucoup de coalitions ici à Douala. Parce que j'ai beaucoup d'informations sur lesquelles j'aurais pu vous contrarier, mais je préfère que vous développez ce que vous avez à faire. Parce que vous êtes un candidat. Je le dis en prenant le soin de prendre mon exemple à moi. Il faut arrêter de tel que vous pouvez constater qu'on fonctionne, nous fonctionnons nous-mêmes, c'est-à-dire que les gens doivent s'auto-gérer. Il faut arrêter de s'attaquer au RDPC parce que sur le municipal. Je voudrais avoir relancé ça sur un aspect que vous avez relevé. Non. Vous savez de quoi je parle? Je veux pas. Il faut qu'on arrête de faire du bashing RDPC, de RDPC bashing. Parce que Sam est une exception et il veut se présenter souvent comme la règle de son mouvement. Moi, je suis l'UDC. S'il te plaît. Nous, au RDPC, l'épouse de notre président national n'est pas notre trésorière. Je peux continuer? Allez-y. Moi, je ne vais pas dans les invectives. Et vous savez, moi, je ne vais jamais. On discute calmement. Non, je ne vais jamais parler. Je ne parlerai jamais de l'épouse du président du RDPC. J'ai dit, hein. Ça, vraiment, je n'entre pas dans ce genre de choses. Mais je peux avoir des choses à dire. Peut-être que la différence chez vous, c'est que l'épouse est quand même aussi personnalité publique. Mais attendez, c'est une personnalité publique. Est-ce que c'est interdit à l'épouse d'un président d'un parti politique de faire de la... Il ne veut pas me laisser parler. Ce n'est pas interdit. Elle doit faire son travail en tant qu'élue. Et là où elle se trouve, on doit la juger sur sa compétence. Sur son travail. Et non sur ses affinités. Mais ici, dans ce qu'on impose du tout venant. Dans le RDPC. C'est ça le problème. Elle va la parole. Je suis mal à l'aise dans certains débats à cause du fait qu'on ne se passe pas la parole. Est-ce que tu viens ici pour être honorable? Laisse-moi t'appeler des gens honorables. Je ne suis pas au bar ici. Il va vous flatter. Mais bientôt, ça ne sert à rien. Non, parce que nous ouvrons là un débat qui est très intéressant. Absolument. Les organisations politiques que nous créons ont pour objectif de conquérir le pouvoir pour certains, d'autres pour les conserver comme notre organisation. Nous sommes donc astreints à une certaine morale publique et une posture pour que ce soit des organisations, qui ne soient pas familiales, 2, que ce soit des organisations ayant pour objectif l'intérêt commun, l'intérêt général, 3, que ce soit transmissible de façon laïque, que ça ne soit pas confessionnel. Nous sortons d'une situation, et j'espère qu'on en est sorti, où on a eu l'impression qu'on allait tomber dans la guerre des tribus et des communautés. Et tout le monde y a pris sa part. Vous comprenez ? Et nous étions sur la pente dangereuse. Et certains candidats surfent encore sur le réflexe. Vous avez des gens qui sont sûrs dans une arrogance de leur candidature parce qu'ils pensent que le village, les bassins vont me voter, les machins vont me voter. On ne peut pas construire une société d'avenir avec ça. Et je trouve que mon ami Sambaka et moi, que nous connaissons depuis une 50aine d'années, il a tort d'être mal à l'aise quand nous mettons le doigt dans quelque chose d'objectif. Ce n'est pas personnel.
Qu'est-ce qui est quand vous dénoncez, non, quand tu dénonces avec beaucoup d'aisance le RDPC, accepte que je demande si le RDPC peut se permettre ce que certaines organisations, dont la tienne, font en donnant l'impression d'être des organisations familiales. C'est non. Puisque je sais, non, je connais ta réponse. Tu ne me donneras pas la vraie réponse parce que tu as les choix. Je t'ai dit un jour que le jour où Sambaka sera... C'est pas un débat entre Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Ndikam. Monsieur l'UDC. Non, monsieur Ndikam. Le jour où Sambaka ou quelqu'un d'ici sera candidat à Fumban ou à Fumbot sur les listes UDC et sera sûr d'être élu, c'est un pas politique et moral qu'on aura franchi. Ah non, c'est pas de la politique. Mais pour terminer, je peux terminer? Oui, pour terminer. Bon, ta politique, c'est d'être candidat dans le cas où on ne te voit pas? Non, je suis à Douala. Le MRC a ouvert son bureau départemental à Fumban hier. Donc ça veut dire que ces histoires de partis politiques familiales et autres, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Je suis en train d'expliquer que nous devons faire un saut qualitatif. Nous ne devons pas être réduits à faire voter que ceux qu'on croit être naturellement des nôtres. Il faut aller vers une société de choix, c'est-à-dire où il y a les programmes. Et des excellents représentants comme toi devraient avoir la place de toute région parce qu'ils se battent pour l'intérêt général. Malheureusement, si nous acceptons la posture selon laquelle il faut mettre à la tête d'une ICMB américaine parce qu'on croit qu'il serait majoritaire, eh bien ça c'est la défaite de l'intelligence et nous n'allons pas construire une société moderne. Donc nous n'avons pas d'opposition, toi et moi là-dessus. Ce que je dis là est valable, y compris pour le RDPC, qui dans certaines circonscriptions dit je prendrai même un mauvais candidat, tout simplement parce que je vais flatter sa communauté. Nous n'allons pas construire une société moderne, un Cameroun puissant avec cela, parce que nous connaissons. Je suis d'accord. Je vous relance, permettez, je vous relance quand même, vous allez ajouter à la réponse. Elle va relever quand même quelque chose qui me semble assez pertinent. Supposons que vous prenez peut-être un conseil municipal avec cette disparité de partis politiques. Est-ce qu'il n'y a pas risque de crise interne au sein du contexte, au sein du conseil? L'idéologie n'est pas la même, mais les programmes aussi. Oui, je veux dire que si constitue la majorité du conseil, et réussissent à prendre, par exemple, une mairie. Et que bon, maintenant, à l'intérieur, dans le fonctionnement normal de la mairie, le PCN n'est pas d'accord sur une politique... Ouattara ne marche pas dedans. Voilà. Y a-t-il pas ce risque-là? Non, il n'y a pas de risque. Vous imaginez quand même pas que ce sont les partis politiques ne savent pas comment ces choses-là fonctionnent. Déjà, notre loi sur les proportionnels, qu'est-ce qu'elles disent? Vous avez vu les conseils municipaux, non? Vous avez vu l'exécutif municipal avec des maires du RDPC et puis des adjoints d'autres partis. Ça existe, n'est-ce pas? Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on délibère dans les conseils municipaux. Il y a un budget qui est préparé. Donc, il n'y a aucun problème à cela. Ah bon? Vraiment aucun problème à cela. Mais ce que je voulais dire, pour terminer, c'est que je ne vois pas en quoi, franchement, je ne vois pas en quoi je serais un bon député dans le Noun et pas un bon député à Douala où je suis né. Où je suis né et où je vis. Ah bon. Donc permettez-moi de me présenter là où je vis. Voilà. Au lieu de faire de l'opportunisme politique, parce que les autres ont travaillé là-bas et qu'ils sont en train de gagner, je dois m'infiltrer dans une liste, ce n'est pas digne de Samba. Ah, c'est pas ce qu'on ça, je le dis honnêtement, ce n'est pas digne de moi. Non, c'est la méthode qui est... Pépé, allez-y. Non, moi, en fait, il y a eu beaucoup de thématiques sur lesquelles vous pouvez revenir là-dessus. Les candidats du RDPC, de l'UDC, c'est son candidat. Et nous avons la chance de les avoir. Voilà, et puis on a du plaisir à les écouter. Ce sont des vieux routiers de la politique camerounaise. C'est tout à notre bénéfice. Mais Hervé a relevé plusieurs éléments dans son propos, notamment le tribalisme ambiant dans la construction des listes. Il faut dire que, ou alors ce que Sambaka disait tout à l'heure, il faut dire que le système électoral camerounais oblige les électeurs à se pencher prioritairement sur leurs frères, en croyant que si leurs frères sont portés aux affaires, cela peut résoudre... Comment ça peut se... Puisqu'on demande des listes qui tiennent compte de la sociologie, par exemple. Vous savez, l'avantage d'un système électoral à deux tours, ça laisse place à des calculs.
c'est-à-dire les calculs dans un premier temps et les calculs dans un second temps. Mais lorsqu'on a un système électoral à un tour, ça ne donne pas l'opportunité à l'électeur de réfléchir. C'est-à-dire que, je vais y arriver. Ça veut dire que, soit le lecteur est fidèle à son parti et accorde régulièrement son vote à son parti. Donc là, ça ne donne pas le droit à l'électeur d'être bivalent ou versatile. Il est membre d'un parti, le RDPC, le SDF, et il vote pour le RDPC, en espérant rallier le nombre d'indexés pour gonfler leur électorat. C'est l'une des raisons que nous avons évoquées, nous avons relevées sur le terrain. C'est notre système électoral qui ne se tourne plus. Permettez-moi d'aller au bout de non, mais moi je fais de la politique, c'est ça le différence. Étant donné que vous évoquez qu'un bon électeur vote pour un bon candidat. Oui, absolument. Et comment un bon électeur sait que celui-ci est un bon candidat? Parce qu'il n'est pas idiot, monsieur. Non, je vais arriver. C'est sur le prisme de la présentation du projet de société du candidat. Mais ce qui nous revient, c'est que la plupart des électeurs n'ont pas les éléments intellectuels pour pouvoir faire une évaluation des propositions de leurs candidats. Donc du coup, quand on voit Hervé Emmanuel comme c'est un gars Bassa, je suis Camerounais. Vous êtes Bassa? Non. Hervé Emmanuel comme c'est un gars. Je suis en politique un Camerounais. Non, je prends des exemples. Ça n'a rien à voir avec le personnage Hervé Emmanuel comme. Lorsqu'on voit Hervé Emmanuel comme c'est un gars Bassa, Bikaï c'est un gars Bassa. Naturellement, je vote pour comme parce que c'est un exemple. Et ça revient donc maintenant pour ce que vous condamnez tout à l'heure, en disant que ce n'est pas parce qu'un candidat, on est dans une circonscription électorale, les gens à majorité peut-être de l'Ouest, il faut automatiquement aller chercher un ressortissant de l'Ouest, même s'il est incompétent politiquement, pour qu'il soit à la tête de la liste. Là également, ce sont nos lois. Kofi Nyamyan a été maire d'une ville, d'une commune où il était le seul noir. Oui, là également, on te dirait c'est parce que c'est pareil ici. Nous sommes dans les réalités anthropologiques. Vous prenez un analphabète qui ne se dégage pas. Parce que quel que soit le cas, il y a des réalités sur lesquelles nous surfons. Tout à l'heure, M. Sambaka a estimé, par exemple, sur la constitution du Sénat, il y a un gros problème dans le littoral par rapport au nombre de sénateurs qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas balayer d'un débat de la main ce débat où on se retrouve avec peut-être 10 sénateurs du littoral, dont 8 sont originaires du littoral et 2 sont de l'Ouest. Et l'Ouest se retrouve avec 10 sénateurs originaires de l'Ouest, plus les 2 sénateurs originaires du littoral. Ça fait qu'à l'Assemblée nationale, sur 100 sénateurs, l'Ouest seul a 12 sénateurs et le littoral est lésé avec 8 sénateurs. Ça revient dans votre débat. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Les deux là parce qu'il était comme je suis d'accord. Que ces problèmes dont vous évoquez sont les problèmes qui sont liés à notre système démocratique qui pour moi est encore imparfait. Je voudrais faire remarquer 2 choses à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Nous sommes à une période vraiment délicate de la vie politique de notre pays. Être candidat juste pour le prestige de la fonction, ça n'existe plus. Ça ne devrait plus. Les gens aujourd'hui s'intéressent à la politique. Voilà. Les gens scrutent les mouvements et les activités des hommes politiques qu'ils ont envoyés soit à l'Assemblée, soit dans les mairies. Il faut faire très attention. C'est vrai que pendant longtemps en Afrique, au sud du Sahara, le vote a été souvent moutonnier. C'est-à-dire que le peuple était considéré comme un bétail électoral. On ne votait pas parce qu'on avait un programme alléchant qui était réaliste et autres. On votait parce qu'on était le frère, la sœur, machin, et originaire d'eux. Aujourd'hui, cette tendance est en train de disparaître. Parce que les Camerounais, particulièrement, sont en train de mûrir politiquement. Il faut que ceux qui sont choisis par les Camerounais, qui sont aujourd'hui sur la liste qui vient d'être lue, qui vient d'être publiée, présentent à ces Camerounais qui vont les voir un programme réaliste. C'est de ça qu'on a besoin. Parce qu'en réalité, en fin de compte, on a besoin de quoi? Nous avons besoin des gens, des hommes et des femmes capables de participer à la construction définitive de ce pays. Il faut construire le pays. On peut avoir des débats contradictoires, on peut avoir des idéaux politiques contradictoires, mais on a quelque chose d'en commun, c'est le Cameroun. Alors je voudrais quand même qu'on évoque un cas singulier, celui de l'UPC.
Ça vous interpelle, hein, ce qu'il a dit là. Oui, oui. C'est pas nous. Ah non, ça nous interpelle. Vous, ça vous interpelle à Fumban, mais bon... Non, ça vous interpelle, c'est vous. Hein? Non, moi, je voulais parler de l'UPC pour deux choses. Je pense que nous allons vivre un événement particulier, mais au sens négatif. Le plus ancien parti politique de ce pays, et qui a la charge, et là je parle au nom de mon défunt papa. Même comme il est à mes côtés, que je me permets de citer sans son autorisation, mais c'est un journaliste émérite, ce qu'on connaît, a relevé que l'UPC dont on parle est celle qui a été, comment on dit, autorisé en 1991. Non. En 90, dans l'UPC des Kodok, de Dika, quoi. Moi, j'ai plutôt et le relève pour faire la nuance avec l'UPC historique. Je ne sais pas quel âge. On qualifie l'UPC au Miobé. Bon, il n'est pas présent, je voulais simplement le relever. Je ne sais pas quelle est sa qualité, parce que tout le monde s'autoproclame spécialiste de l'UPC, même ceux qui n'ont pas de proximité. Je n'ai jamais milité à l'UPC, mais j'ai les gènes de l'UPC. Parce que mon père y était, et j'ai connu les fondateurs de ce mouvement dans mon enfance. Je pense qu'aujourd'hui, un pays dans son histoire et qui a un mouvement historique de cette valeur reconnu à l'échelle continentale et internationale, on devrait s'interroger pourquoi on en arrive là. C'est quelque part, les uns et les autres, même dans notre confort de nos partis, quelque chose est gênant dans ce qui arrive. Mais je voulais dire une chose, et je crois que Bikaï va le sentir un peu plus. Ce sont les UPCistes qui sont en train de détruire l'UPC. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un jeu macabre où ils se distribuent les excommunications à chaque rencontre et ils arrivent. Vous savez, mon père avant sa mort m'avait dit fais attention, toi à qui on a confié Dynamo, Bikaï en parlait au départ. Il m'a dit les bassins ont trois choses. Ils savent la haine quand ils se retrouvent à l'église presbytérienne camerounaise, à l'UPC et à Dynamo. Vous comprenez? Parce que ce qui se passe là est tout simplement ahurissant. Oui. Voilà une organisation qui a eu des assemblées générales et tout, et certains s'autoproclament alors qu'ils n'ont aucun mandat de leur organisation. Et c'est pour cela que j'avais dénoncé ici en disant que l'administration, l'État, n'a aucun rôle à aller désigner les dirigeants d'une association. Et ça, on l'a dit plusieurs fois ici. Alors, je suis très peiné pour eux, parce que, pas parce que... Notre ami Bapolipo. Non. C'est mauvais. Je ne vais pas citer les noms, mais je suis peiné pour eux, parce que... Et Balégal, alors. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vers la parole. Chacun aura la parole, chacun pourra dire un mot. Est-ce que je peux dire un mot? Oui, je suis peiné pour eux, pas parce que j'ai un intérêt chez eux, l'intérêt moral. Je ne pense pas qu'ils auraient empêché l'élection, mais je pense que ceux qui sont dans cette terre géographique et qui ont de la fidélité à ce mouvement vont entrer dans un moment de trouble qui peut les amener dans des situations insupportables. Parce qu'il y a des nouveaux entrepreneurs politiques qui ne les amèneront nulle part. Et Bikaï a une proximité avec certains d'entre eux qui sont des démagogues, n'est-ce pas, qui leur promettent ce qu'ils ne peuvent pas. C'est pour ça que je les appelle à rallier, pour l'instant, le RDPC, qui est capable de leur donner... Non, je vais finir, s'il te plaît. De rallier le RDPC, qui est plus réaliste et qui peut leur permettre de faire le chemin de développement. Et je termine en disant quelque chose. La dangerosité de ce qui s'est passé, s'il n'y a pas un fait nouveau, c'est qu'ils ne pourront même pas être candidats aux élections présidentielles en 2023 ou 2025. Et vraiment, c'est une seconde mort de Ruben Omiobé tué par les siens. Sambaka sur l'UPC. Alors, moi, je suis très embêté parce que là, nous venons d'assister à une démonstration d'un pompier pyromane. D'un pompier pyromane parce que... À la personne de Hervé comme ici présent. Tout à fait, parce que c'est un de ses militants qui a mis l'UPC dans cette situation. Qui s'appelle? Le ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui a constaté le président de... c'est lui qui décrète voilà. Donc moi je pense que l'UPC, parti historique, quand nous sommes passés au multipartisme, je pense qu'avant même de passer au multipartisme, c'était le parti le plus craint de l'administration. Et comme notre administration a hérité de l'administration coloniale avec ses méthodes,
les a appliqués dès la naissance du multipartisme. Et il continue à jouer avec cela. Maintenant, je ne vois pas comment une organisation qui peut faire un congrès et avoir des élus peut se retrouver avec 2 directions, 3 directions, 4 directions. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Non. Bon, c'est entretenu. À quel dessein, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que si on laissait l'UPC faire ses congrès, avoir ses élus et que l'administration reconnaisse ces élus-là, il y aurait moins de problèmes. Ouais. C'est vrai aussi que certains disent que, comme leur symbole c'est le crabe, dans le panier, on sait ce que on peut ramasser. On peut, voilà. Donc, mais le serpent à 2 têtes n'attire pas les gens. C'est la vigilance. C'est ce qu'on m'a dit à Fouman, c'est la vigilance. Je disais, ben oui, je dirais c'est la situation actuelle de l'UPC dérange. Ça dérange plus d'un citoyen conscient politiquement. Ça dérange plus d'un citoyen qui a même à cœur le développement du Cameroun. Mais il y a plusieurs situations sur lesquelles on peut revenir pour comprendre ce qui se passe actuellement. Le premier élément qu'on peut évoquer, c'est que j'ai comme l'impression que les UPCistes actuels n'ont pas compris que la guerre froide s'est arrêtée. Parce qu'ils sont toujours sous le prisme des textes de 1952. C'est une nostalgie. À côté de ça, c'est un parti qui n'a pas su ajuster son discours par rapport à l'évolution des situations politiques contemporaines. Ils sont restés dans des batailles de 1952, de 1958. Non, c'est 58 parce que c'est la date de naissance, du décès de Robert Oumioben. Le 13 septembre 1958. Et à un moment, on a comme l'impression que ne peut être dirigeant de l'UPC que celui qui a vécu ces événements-là. Et le parti ne s'est pas réajusté. Elle ne s'est pas adaptée au courant évolutif. Aujourd'hui, les UPC ont essayé de faire le mieux en organisant le congrès de 2017 qui a porté Balaguer Nkoto à la tête du secrétaire général et Mme Abiba à la présidence du parti, remplacé par le docteur Onana qui était président du parti de l'UPC et le secrétaire général, le professeur Basile Louga. Ils ont conduit ce parti pendant 5 ans. Au préalable de l'élection de 2013, qui avait fait également l'objet d'un consensus où on a partagé le territoire aux différents leaders influents de l'UPC. Bapor s'est retrouvé dans le sud, Papine Doumbé a organisé la partie littorale. Mais ça ne faisait pas de Bapor le leader de l'UPC, nullement, puisqu'un congrès avait été organisé où on a dégagé les responsables du parti. En 2017, on a renouvelé. D'où vient-il que Bapor se proclame être le secrétaire général de l'UPC? Pourtant, il avait régulièrement été convoqué au congrès 2017, aux côtés de Mbouamasso, du professeur Bayebek, qui ont été littéralement battus lors des élections par M. Balaguer Nkoto. Donc, c'est une situation qui nous dérange et qui permet de voir que les gars se battent dans l'UPC, non pas pour faire perpétuer l'idéologie de ce parti, qui pour moi devrait évoluer, mais pour conserver les bouts de pain. On ne peut pas tuer un parti parce qu'on veut conserver les bouts de pain. C'est pour l'emploi. Bon, Plusieurs UPCistes, les vrais, sont mécontents de cette situation, de ce drame que traverse l'UPC. Et il faudrait que cela cesse. Vous relancez avec ces autres sons ambiants que l'on entend dans l'air, je vais le dire comme ça. L'administration que vous accusez d'avoir divisé cette UPC, d'aucuns disent qu'en réalité, elle prépare aussi le terrain à un parti dont on veut qu'il s'implante davantage. Non, moi je n'entre pas, peut-être un mieux côté par rapport dans cette situation. Je n'entre pas dans le micmac. L'UPC est un parti qui a pignon sur rue, qui a ses militants fidèles. Je l'expliquais tout à l'heure. J'ai compris. Je vais arriver. Je l'expliquais tout à l'heure à Eve. C'est-à-dire, il y a des militants fidèles à un parti politique. Vous n'allez jamais les changer. Moi, j'étais dans la campagne. Non, on a compris. Je vais vous expliquer pourquoi on comprenne. J'étais porte-parole d'un des candidats à la présidentielle. Et il s'appelle? J'étais dans la campagne présidentielle. Je vous assure que je suis tombé sur un monsieur du même aire géographique que moi. Et je voulais qu'il vote mon candidat. Il m'a dit, petit, ne perds pas ton temps. Je ne voterai pas ton candidat. Parce que c'était un électeur fidèle
au RDPC, il faut le dire. Même s'il était du même aire géographique que moi. On n'a plus beaucoup de temps. Et on ne peut pas accuser la percée peut-être du PCRS dans l'Union parce que l'UPC, c'est que l'UPC. Juste une dernière relance. Tout compte fait, on peut penser que le PCRN serait le bénéficiaire éventuellement, si ça se confirme après le contentieux, de l'absence de l'UPC, au moins dans ce fief-là, non? Parce que vous y êtes bien implanté. Député, je suis en train de dire ceci. Cette situation qui est arrivée à son point culminant maintenant sévit au sein de l'UPC depuis plus de 20 ans. D'accord. Non, mais c'est la langue de bois. Je suis d'accord. Je peux le Non, Hervé. C'est la langue de bois. Qui possède la parole. Sévit au sein de l'UPC depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, on voit deux fractions qui s'appellent ces batailles. Pépin, attendez. Mais dans le il y a l'UPC des fidèles, l'UPC Manedem, il y a au moins 16 fractions de l'UPC. C'est la langue de bois. Oui, c'est une question. Ok. Si l'UPC n'est pas là, vous êtes bien implanté dans ce fief. Vous serez quand même bénéficiaire, non? Je ne sais pas si le PCR sera bénéficiaire. Mais je sais que le RDPC dans l'Union et que la Sanaga Maritime est un adversaire sérieux et organisé. Nous allons voilà. Moi, j'ai beaucoup de peine. Non, je ne veux pas comme on dise que c'est le PCRN qui est bénéficiaire. L'UPC a des problèmes. Il faut le problème. Pour ceux qui arrivent à l'UPC, parce que je peux dire qu'à un moment donné de l'histoire de ce pays, tous les Camerounais étaient de l'UPC. L'UPC est le symbole même du combat politique pour l'indépendance de ce pays. Et je le dis encore à haute voix parce que je suis très proche de la famille Moumié. Voyez-vous? Ah oui. Donc, lorsque je vois aujourd'hui l'UPC divisé, je pense à cet UPC où, à ma naissance en 71, ma grand-mère chantait les louanges d'un parti qui devait amener le Cameroun à des cimes. J'ai beaucoup de peine pour l'honorable Bapor, pour Madame Abiba, que je connais très bien, pour Baléguel, le secrétaire général. Docteur, vous jouez souvent, pour le professeur Louga, non, pas Louga, c'est Bayebek, avec qui j'ai partagé un plateau tout très récemment, qui se vantait d'être de ce parti, d'être de l'âme, il est de l'aile, je crois, de l'aile radicale de l'UPC. Qu'est-ce qui manque à ce parti politique de se mettre, de réunir ces morceaux, de se mettre ensemble et de constituer un parti fort, comme ça a souvent été le cas au début des années 60. Je crois qu'il faut faire quelque chose. Moi, je crois que ce qui m'intéresse dans la situation du PC, c'est que ça fait partie du patrimoine culturel et politique de ce pays, que nous avons en commun. Faustin vient d'évoquer la mémoire du docteur Moumié, parce qu'on croit que l'UPC, ce sont que les bassins, c'est faux. Il est martyr comme Moumié, et ils ont le droit au respect. Au Senda-Fana, qui est le premier docteur en économie de l'Afrique subsaharienne. Et ils ont le droit au respect. Et ce qui se passe actuellement, et ceux qui sont les acteurs de cette situation, pour moi, ce sont des exhumeurs, des profanateurs d'une mémoire collective, et c'est inacceptable. Donc, quand je l'ai dit, il faut quand même qu'on laisse aussi quels sont ceux qui sont les bénéficiaires. Il ne faut pas qu'on parte ici avec l'impression qu'on ne répond pas à cette question. Le fonds de commerce de Kabra-Libye aujourd'hui, qui a un ferment, un modèle l'UDC, c'est d'avoir un parti communautaire régional. Non, et c'est politiquement compréhensible. C'est-à-dire avoir sa base, ce serait de prendre les restes de l'UPC. Et je pense que c'est un mauvais commerce dans la mesure où ça ne peut pas être contrôlé très longtemps. Et pour la stabilité politique de notre pays, il ne faut pas que même des gens investissent momentanément des pouvoirs de puissance publique, donc de l'État, rentrent dans ce genre de jeu. Ce serait un jeu très dangereux pour la démocratie, dangereux pour la stabilité. C'est vrai. Moi, je ne suis jamais content quand quelqu'un participe à la déstabilisation d'une organisation politique. Je n'avais pas approuvé à l'époque ce que certains avaient voulu faire dans le SDF. Je n'accepterai pas au-delà de nos critiques amicales, n'est-ce pas, avec Sam,
Sam, qu'on se mêle par exemple de diviser l'UDC. Donc ce qui se passe à l'UPC est totalement inacceptable. On a moins de 3 minutes pour la fin de l'émission. Un mot, une réponse, une seule question. Votez pour le RDPC. Non, on n'est pas en campagne là. Alors, le contentieux, c'est 2 jours pour les législatives, c'est 1 jour pour les municipales. Avons-nous la même sérénité, la même confiance en Elekam pour bien mener également cette étape-là, Sambaka? On juge le marchand au pied du mur. Jusqu'à présent, je crois que Elekam ne s'est pas montré comme un adversaire redoutable de l'opposition. Non, au contraire, je pense qu'on agit. Mais il faut aussi dire que ça ne peut pas nous empêcher de constater l'inefficacité. Elekam n'est pas cet organe complètement indépendant. Merci, Pépin. Non, je pense quand même que jusqu'à présent, comme disait le président tout à l'heure, Elekam a fait son job. Et je pense que le contentieux, c'est le Conseil constitutionnel qui prend le relais pour les députations et la Chambre administrative pour les municipales. Donc en réalité, Elekam n'a plus rien à voir dans le contentieux. Non, attention. Attention, le contentieux, ce serait entre les appels. Ce serait les appels contre la décision de l'État. Parce que le contentieux, c'est pas UDC contre RDPC. Là, je suis maintenant dans le rail. Vous comprenez? Nous, par exemple, je crois que ça va... Comment un mot? Donc, jusqu'à présent, les choses sont bien passées. Ils ont fait tout ce qu'il y a. Il va nous embêter à l'Assemblée. Tout ce qu'il y a... Je vais y aller. Mais on reste confiant que, notamment, un certain nombre de partis ont été rejetés sans motif valable, qu'après le contentieux, ils seront réintégrés dans la course. Moi, je pense que l'ECAM est une formidable institution qui grandit. Et nous avons, Sam et moi, participé souvent à des débats pour voir comment... Il faut qu'on leur donne les moyens de leur mission. Ce n'est pas le délai très long qui va permettre de réaliser, mais ce sont les moyens qu'on peut leur donner. Merci. Donc, je pense que le contentieux, sur la base de ce qu'on a lu, est un peu fragile. Maintenant, c'est aux partis de faire leur job, parce que l'ECAM ne décide pas qui est élu, qui n'est pas élu. Faustin Ndikam, pour terminer. Vous avez dit, pour les législatives, le Conseil constitutionnel... 48 heures. 48. Non, le recours. Le recours. 48 heures. Et le temps imparti au Conseil constitutionnel pour rendre son verdict, 4 ou 10 jours. C'est de 4 ou 10 jours, n'est-ce pas? Donc, il faudrait que tout le monde soit sérieux, que chacun soit à sa place. Parce qu'au-delà de ce contentieux, il y aura bel et bien élection. Et il faudra que ceux qui seront choisis d'aller à l'Assemblée puissent être capables de représenter dignement le peuple, parce qu'au soir du 9 février 2020, une nouvelle histoire du Cameroun politique devrait pouvoir s'écrire avec en prévision la révision ou alors la réforme du code électoral. Qu'on annonce pour mars, pour avril. Monsieur, je voudrais dire vraiment ma joie, ma satisfaction. Ah d'accord. C'est toi qui parles dernier, pourquoi? Parce que allez-y. Allez-y. On a 2 potentiels futurs députés ici. Non, c'était tout simplement pour dire que après tout, c'est un jeu, n'est-ce pas? Le fair play. Il faut aller aux élections. Il faut que les Camerounais puissent voter. Parce qu'il n'y a pas une autre alternative crédible dans une démocratie et dans une république. Ça, c'est vrai. Donc, il faut respecter les uns et les autres. Il ne faut pas tirer sur ceux qui ont estimé qu'il faut aller se battre. Il faut encourager cela, mais en même temps, ceux qui se battent ne peuvent pas juger ceux qui refusent de se battre. Merci. Donc le monde est fait ainsi, c'est une complémentarité et je pense que le 9 février, les Camerounais vont devenir de très bons citoyens pour penser que le Cameroun ne doit plus être monocolore, le Cameroun doit être respecté du monde entier et avoir une assemblée et des communes qui représentent effectivement les aspirations des populations. Comme le RDP, ça a moins 35 députés. Qui a dit ça? Vous serez étonné. Ce que j'ajoute dans ce que Faustin et Sam viennent de dire, c'est que nous rentrons dans une ère nouvelle. Il nous faut régler le problème de la crise de la représentation. Il faut aujourd'hui que ceux qui représentent les populations aient une légitimité par la confiance que ces populations auront en eux. Donc il est souhaitable que ceux qui n'ont pas voulu aller aux élections, c'est leur droit,
fasse en sorte de ne pas troubler la sérénité de ces élections. Et vous avez un grand rôle, député, en tant que médiateur, pour faire En tant que média, vous voulez dire. En tant que médiateur. Médiateur, c'est-à-dire qui rassemble tous les politiques. En tant que médiateur, vous ne devez pas laisser la parole à ceux qui sont simplement des entrepreneurs de chaos. Uniquement pendant la période électorale et pour les questions liées au débat autour des élections. N'empêche que les partis politiques, même s'ils ne sont pas allés aux élections, peuvent avoir des activités. Ah oui, mais Peuvent avoir ils des n'ont pas activités. participé au Non, loin débat. des élections. Donc, c'est ce que continuer on se comprend bien. à boycotter. Ils peuvent participer au débat, mais pas le débat. Pas le débat électoral. Voilà. Ils peuvent participer au débat public, Oui. parler, voilà, mais pas au débat électoral, Absolument. parce qu'ils ne sont pas candidats, ils ne sont pas adversaires. Je crois qu'on est clair là-dessus. Absolument. Mais je voudrais sincèrement vous remercier, cher monsieur, vous dire, évidemment, ma joie renouvelée de vous avoir toujours. C'est souvent houleux, sans être méchant, en toute sympathie. C'est très constructif. J'espère que, comme moi, les téléspectateurs ont également apprécié et en ont appris. Merci à vous, mesdames et messieurs. On va évidemment poursuivre tout ce débriefing autour du processus électoral jusqu'au lendemain des élections du 9 février 2020. Bonsoir.